Bonjour. Dans ce cours sur les limites de la modélisation, on va utiliser une analogie. On va se dire qu'un processus biologique qui vous intéresse, ça va être comme le Tour de France, avec différents acteurs, différents comportements et bien sûr la question qui va gagner le tour. Une protéine membranaire, par exemple, dans cette image, pourrait être un cycliste. La première chose qu'on peut dire, c'est qu'actuellement, aucune des méthodes de la biologie structurale permet d'étudier le tour dans son intégralité. Par contre, on peut tout à fait regarder un sous-ensemble. C'est montré ici avec l'exemple d'un vélodrome. Si on traduit ça en termes biologiques, on peut par exemple faire référence aux travaux d'un groupe américain qui a montré il y a quelques années que sur l'ordinateur, avec la modélisation, on peut parfaitement replier des petites protéines si on a suffisamment de moyens de calcul. Passons maintenant en revue plusieurs techniques expérimentales et de modélisation et leurs limitations, tout en restant dans cette analogie. Ici, par exemple, vous avez la microscopie. Une image obtenue vous montre un ensemble de cyclistes, c'est-à-dire de molécules, que vous voyez dans leur agencement respectif. Par contre, si vous essayez de regarder plus en détail, vous voyez qu'une molécule individuelle est floue. Une autre technique, la cristallographie, vous donne une image beaucoup plus précise. Par contre, elle ne va voir qu'une seule molécule ou un sous-ensemble. En même temps, vous voyez par exemple des parties qui sont mobiles parce qu'ils sont floutés et des parties qui sont plus rigides et statiques. Ça permet d'avoir une idée de la mobilité de la molécule. Passons maintenant aux méthodes de modélisation, comme ici la chimie quantique. Dans cette même image, ça pourrait être l'étude très détaillée d'un élément particulier, comme ici le système de déraillement. On voit tous les agencements très fins des différents éléments. Par contre, on ne voit plus de mouvement et on manque un peu de contexte. Une autre façon d'aborder la chimie quantique est de faire une étude comparative. Ici, on a 4 exemples avec des détails fins très différents. Par contre, vous voyez qu'il va être très difficile de dire, à partir d'une telle étude, qui va gagner le tour. Une autre méthode de modélisation souvent utilisée est la modélisation par homologie. Dans ce cas, on utilise différents bouts de structure qu'on assemble et ça donne quelque chose comme montré sur cette image. On voit déjà que c'est bien un vélo, mais qui est quand même critiquable, donc c'est une méthode dont il faut vérifier les modèles avant d'aller plus loin. Une fois qu'on connaît la structure d'une molécule, soit par cristallographie ou par homologie, comme on a vu, on peut effectuer ce qu'on appelle une dynamique moléculaire. Ici, je vais d'abord vous montrer où est-ce qu'on en était il y a 10 ans. Attention, ça va aller très vite. Une dynamique moléculaire d'il y a 10 ans, et hop. Vous avez rien vu? Je refais. Dynamique moléculaire il y a 10 ans, une deuxième, et voilà. C'est pas très satisfaisant, néanmoins, on voit quand même déjà plusieurs choses. On voit dans quelle direction tous les éléments bougent, et on voit plus qu'une seule molécule. C'est un progrès. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Regardez, on va déjà un peu plus loin. Aujourd'hui, ça donnerait ceci. On voit déjà un mouvement beaucoup plus long, mais on reste très loin de déterminer qui va gagner le tour. Comment est-ce qu'on peut faire pour aller au-delà de ces limitations en temps de simulation et de taille de système? Il y a une approche qui se dit gros grain, que vous voyez montré ici. On enlève beaucoup de détails. L'idée, c'est que ce soit des détails qui ne soient pas nécessaires pour ensuite pouvoir aller plus loin, comme c'est montré ici dans l'animation. Vous voyez déjà qu'on a une image beaucoup plus fluide et un extrait beaucoup plus long du tour. Si on traduit ça maintenant en termes moléculaires, ici vous avez 2 exemples. À gauche, un exemple tout atome, en tout détail. À droite, un exemple gros grain, à peu près 10 fois moins de particules. Et vous voyez qu'au niveau des moyens de calcul nécessaires, ce n'est pas du tout la même chose. Alors pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas tous les calculs en gros grain? Parce que ça ne marche que si on peut enlever des détails qui ne sont pas nécessaires. Et pour ça, on a besoin de savoir quels sont les détails nécessaires et lesquels ne sont pas. Et ça, on l'obtient avec des simulations tout atome d'abord. Un élément clé dans beaucoup de modélisation, c'est ce qu'on appelle le champ de force. Il sert à représenter les objets étudiés. Ici, donc, des vélos. On voit qu'il y a toute une variété avec des avantages et des inconvénients et des spécificités. La bonne nouvelle, c'est que les protéines sont parmi les molécules les plus étudiées et les champs de force sont assez matures les concernant. Néanmoins, il reste du travail pour les modélisateurs. Par exemple, un aspect qui n'est pas bien représenté dans les champs de force actuels, c'est l'interaction entre une protéine et une surface. C'est ce qu'on voit ici. Beaucoup de travail reste à faire encore. Avec ceci, je termine ce cours et vous remercie pour votre attention.
Si vous voulez aller plus loin, vous aurez des références bibliographiques à la fin de cette vidéo.